Alors, nous sommes un peu en retard, enfin, tout le monde, je crois que personne ne s'en plaindra tant les choses qui se sont dites étaient importantes et intéressantes. Nous allons peut-être essayer soit nous ferons comme hier et nous recommencerons à 3 heures, soit, si les choses vont bien, comme je dois lire à présent le texte que nous a envoyé mon collègue John Shade, et puisqu'il ne pourra pas venir, il était désolé de ne pouvoir assister à ce colloque, mais il a tenu quand même à y participer par la rédaction d'un texte qui est tout à fait, vous allez le voir, dans la ligne de ce qui s'est dit. Il y a aussi beaucoup de citations en latin. J'ai beaucoup apprécié ce que disait Madame Dupont. Tout le monde est censé connaître le latin, comme disait Cicéron, non pas qu'il soit honorable de le connaître, mais qu'il soit honteux de l'ignorer. Je lirai donc simplement les traductions des textes qu'il donne. Alors voilà, donc c'est une séance pythique, chamanique, n'est-ce pas? Ce n'est plus moi, c'est John Shade qui parle. Alors, Octavien, Hésiode, je ne peux pas imiter sa voix, Octavien, Hésiode, Virgile et les frères Arval, John Shade. Alors, pendant qu'il luttait contre Marc-Antoine et attendait l'affrontement décisif avec lui, Octavien prit 2 initiatives à première vue paradoxales. Vers 34 avant Jésus-Christ, et en tout cas avant 29-28 avant JC, il commanda avec Mécène des Géorgiques, un jeune poète qui avait su le charmer par ses églogues. Parallèlement, il restaura, ou plutôt recréa, une confrérie archaïque dont seul le nom avait survécu, et fit construire pour ses sacrifices un lieu de culte dans le suburbium, plus exactement à la frontière du territoire de la ville de Rome, tel qu'il la restaura à la même date. Je ne cite pas toutes les notes. Pourquoi des Géorgiques, et non un poème célébrant par exemple la vengeance de César? On soupçonne que cette célébration aurait contraint Octavien à accorder une place aux 2 autres triumvirs qui avaient défait avec lui, ou plutôt sans lui, l'armée de Brutus et Cassius à Philippe. Mais alors, pourquoi pas une célébration de la guerre de Sicile, qui venait à peine de se terminer victorieusement au bénéfice du seul Octavien? Et pourquoi cette obscure confrérie des Arval? La qualité sociale éminente des premiers membres de la confrérie refondée ne suffit pas pour expliquer la restauration des frères Arval. Pourquoi eux et pas un autre sacerdoce? Pourquoi pas l'un des sacerdoces majeurs dont les compétences auraient pu être développées? Mais les grands sacerdoces étaient tous complets. Et depuis 1936, Octavien faisait de plus en plus recruter ses partisans pour contrôler entièrement ses collèges. La mesure n'aurait donc pas été visible. Parallèlement, l'exil du triumvir et grand pontife Lépide à Terracine, où il était tenu à l'égard des événements religieux jusqu'à sa mort triumvir en 13 avant Jésus-Christ, interdisait de trop mettre en avant les pontifes et leurs chefs. Prudemment géré avec l'aide du pontife Gnaeus Domitius Calvinus, un proche d'Octavien, le collège pontifical devait demeurer dans l'ombre pendant la première décennie du Principat. Il valait mieux partir d'un nouveau sacerdoce. 3 sacerdoces prétendus archaïques furent ressuscités. Dans l'ordre, les Arval, les Sodales Titii et les Ceninenses, les Caeninenses, Ceninenses. Ces derniers ne nous intéressent pas ici car ils concernaient des chevaliers. Les membres des 2 autres confréries étaient en revanche de rang sénatorial et concernaient le sommet de l'État. Les Sodales de Titius Tacius restaient toutefois trop liés au rite public célébré dans les sites latins, à l'Avinium et sur le mont Albin, pour pouvoir servir à autre chose qu'à restaurer des institutions anciennes jusqu'alors négligées, et bien sûr à récompenser des partisans méritants. En outre, le rôle de tyran joué par Titus Tacius dans le mythe des origines et son assassinat n'était guère adapté à la célébration du nouveau régime. Les Arval offraient, au contraire, une opportunité que ne possédaient pas les autres sacerdoces. Il s'agissait d'un culte qui n'avait à première vue rien de politique, surtout depuis qu'Octavien avait refusé de prendre le surnom de Romulus, ce qui, nous le verrons, n'était en fait qu'une apparence, la réalité étant tout autre. Le culte de Dea Dia est, comme le titre des frères l'énonce, un culte destiné à la protection des Arwa, des champs, pour qu'ils portent des céréales, ut fruges ferant Arwa, comme l'écrit Varron. Autrement inconnu, Dea Dia était sans doute une déesse fonctionnelle de l'entourage de Cérès,
qui favorisait par la bonne lumière céleste le mûrissement des céréales au moment crucial de la moisson, fin mai. Mais pourquoi donc réformer un culte qui concernait les champs et les moissons, et cela en plein milieu d'une guerre civile? Je n'ai jamais eu la naïveté de croire que Octavien a entrepris cette réforme pour promouvoir l'agriculture, ni que ce culte accompagnait la vie agraire de la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ, ou la fondation de colonies par Octavien depuis 42. Dans mon livre de 1975, John Shedd, les frères Arval, recrutement et origine sociale sous les Julio-Claudiens, je présente une hypothèse fondée sur l'explication de la rédaction des Géorgiques pendant les années de la guerre civile entre Marc-Antoine et Octavien que donne Ronald Syme. Lesquels Géorgiques, répétons-le, alors Syme, la Révolution romaine. C'est bien Syme ou oui. Lesquels Géorgiques, répétons-le, sont contemporaines de la restauration de la confrérie Arval. À l'époque où l'on restaurait le culte de Dea Dia et où les premiers frères Arval étaient recrutés, Virgile achevait son grand poème qui célèbre les travaux de la terre, un sujet dont la bizarrerie a été pointée par Syme. En quoi, en effet, ce poème pouvait-il concerner les Romains, et en particulier l'aristocratie romaine? Syme pensait qu'il s'agissait avant tout d'un éloge de l'Italie, qui avait soutenu Octavien au cours de la dernière guerre civile. Je souscris à cette interprétation, et je pense bien entendu encore aujourd'hui qu'elle est exacte, mais aussi qu'elle reste partielle. D'abord parce qu'au moment où l'Italie a pris son parti, Virgile travaillait déjà à son poème. Il serait plus exact de dire que le poète célébrait la portion de l'Empire que gouvernait Octavien. Mais est-ce que ce fait méritait un grand poème? Il pouvait paraître encore plus incongru de faire coiffer la couronne d'épis Arval par de grands aristocrates romains et de les faire sacrifier pour le bon mûrissement des moissons. Ce que Kurt Latt souligne lui aussi dans son manuel, Kurt Latt, Römische Religionsgeschichte, Munich 60. Mais c'est que pour les Géorgiques comme pour les frères Arval, l'essentiel n'est pas là. Les deux initiatives ont une dimension religieuse qui a totalement échappé à Syme. Je n'avais pas moi-même bien mesuré en 1972, quand j'étudiais la question, toute la dimension du poème des Géorgiques. Or, Virgile se réfère dans son ouvrage explicitement et uniquement à une seule source, avec laquelle il rivalisait, les travaux et les jours d'Hésiode. Au vers 172-175 du livre 2, alors malheureusement il ne donne pas la traduction, la traduction française. Salve magna parens frugum, Saturnia telus, magna virum, tibiris antique laudis et artis, ingredior, sanctos ausus recludere fontes, ascreum que cano romana per opida Carmen. Mais je pense qu'il le... Ah oui, il le donne. Salut, grande nourrice. Il le donne dans le texte, excusez-moi. Et donc, après avoir évoqué le caractère guerrier des Italiques et des grands commandants romains, auxquels il associe Octavien, il l'écrit clairement « Salut, grande nourricière de moissons, terre de Saturne, grande mère de héros. En ton honneur, j'entreprends de célébrer l'art antique qui a fait ta gloire. J'ose ouvrir les sources sacrées et je chante à travers les villes romaines le poème d'Ascra. » Ascra, en Béotie, était la patrie d'Hésiode. Les anciens ne s'y sont pas trompés. Les Géorgiques étaient un poème à la manière d'Hésiode. J'ai repris la question dans mon livre de 1990, John Shedd, Rémulus et ses frères, le collège des frères Arval, modèle du culte public dans la Rome des empereurs. J'avais alors décidé de prendre au sérieux la référence donnée par Virgile, mieux que je ne l'avais fait en 1972, dans le sillage de Syme, qui n'était pas en matière religieuse un bon conseiller. Un élément biographique personnel a joué un rôle déterminant dans ma relecture de ce poème. J'ai réellement découvert les travaux et les jours d'Hésiode en 1973, dans le programme de l'agrégation que je préparais, un an après avoir rédigé et soutenu ma thèse consacrée aux Arval Julio-Claudiens. Je découvris alors les travaux de René Scherrer, de Marcel Détienne et de Jean-Pierre Vernant sur Hésiode. Bon, on les connaît, qui me permirent d'être plus ouvert au sens que cet ouvrage pouvait avoir dans son contexte historique. Plus tard, quand je rédigeais la synthèse sur le culte de Dia, la lecture des travaux d'Antonio Lapenna, de Lancelot Wilkinson et de Pierre Boyancé sur les Géorgiques me confirma que l'on pouvait interpréter de manière analogue le poème de Virgile et la restauration Arval. À la lumière de ces études, il m'a paru alors que Virgile décrit dans les Géorgiques,
je cite donc, comme disait Sacha Guitry, je ne me répète pas, je me cite, John se cite lui-même, donc, il m'a paru alors que Virgile décrit dans les Géorgiques, je me cite, la vie et le savoir du paysan qui connaît et accepte sa place dans l'univers et sa condition mortelle. Respectueux des dieux et des hommes, il assume sa condition d'ascète de la terre, pour reprendre l'expression de Marcel Détienne, qu'il inscrit dans l'ordre voulu par Jupiter à la place qui est la sienne. Fin de citation. En somme, la célébration des travaux et des jours proclamait le souci qu'on avait de vénérer l'excellence et la piété parfaite. De la même manière, commander un pareil poème revenait au moins en apparence à proclamer le désir qu'on avait de mettre en pratique, sur le mode ancestral, cette excellence et cette piété. Comme le poème d'Hésiode qui avait été écrit dans une Béotie en proie à la crise agraire et aux mutations sociales, pour réagir aux injustices et au malaise social du 8e siècle grec, les Géorgiques définissaient pour, et encore une fois une citation de John Shedd, et, je cite, devant un public restreint d'hommes engagés dans la conquête du pouvoir absolu, un idéal de perfection capable de mettre un terme aux guerres civiles et de régénérer la cité romaine. Expression de la conviction selon laquelle la cause des Césariens était la meilleure, puisqu'elle se fondait sur cet idéal, les Géorgiques formulaient également l'espoir que le fils de César ramènerait en Italie la paix et les temps saturniens. Fin de citation. Il n'est pas question d'entrer plus avant dans les autres thèmes développés par Virgile dans ce poème. Je veux juste souligner celui-ci, et aussi le fait que le poème a été commandé et écrit en quelque sorte dans un camp militaire au milieu des affrontements de la guerre civile. Cet hymne à la perfection reflète le regard que les compagnons d'Octavien jetaient sur eux-mêmes face aux aspirations néfastes de ceux qui ne songeaient qu'au succès, aux richesses, à la guerre et à la discorde fratricide. Comme l'écrit Pierre Boyancé, ce poème, lu par tous les Romains cultivés, était à sa manière un monument comparable à l'Arapacis Augustae, construite 15 ans plus tard. Faute de données suffisantes, aucun de ces auteurs n'a rapproché la restauration de la confrérie Arval de ces poèmes. Grâce à la prosopographie qui m'a permis de dater la restauration des années 32-28 avant Jésus-Christ, j'ai proposé de rapprocher du thème principal des Géorgiques, tel que le présentent les auteurs modernes cités, la restauration des Arvales et du culte de Dia. L'entourage d'Octavien souhaitait célébrer une nouvelle fois l'excellence de leur parti et mettre en scène, au moment où la victoire était en train de s'accomplir, la concorde, qui réunissait la plus haute aristocratie autour de ce thème, en impliquant d'ailleurs des amis et d'anciens ennemis. Une simple vérification suffit à montrer que les recherches qui prennent en compte la dimension historique et pas seulement poétique des Géorgiques n'ont guère changé depuis que je les utilisais pour comprendre la restauration du sacerdoce des Arvales. Suis quelques citations d'auteurs. Il existe un certain nombre d'études qui portent sur la poésie et ses rapports avec l'agriculture, sur le poète paysan, en d'autres termes, sur la création poétique, oui, et qui ont leur intérêt propre. Sur le poète paysan, en d'autres termes. Ces recherches ne permettent toutefois pas de comprendre dans quelles circonstances ont été commandés et composés les Géorgiques entre 34 et 29 avant Jésus-Christ, en plein milieu d'une guerre civile. Virgile et ses protecteurs poursuivaient certainement d'autres fins que celle de mettre en forme des réflexions esthétiques concernant la création poétique. Ce n'était en tout cas pas leur souci premier. D'autant plus que les allusions aux actions militaires et à la prééminence d'Octavien ne manquent pas dans le poème. Le travail de Wilkinson n'a donc pas été dépassé, et l'on comprend que son ouvrage a été réédité en 1997. Un livre récent de Lindert Ouida, c'est Virgil's Political Commentary in the Eclogues, Georgics and Aeneid, paru en 2015, qui explore l'arrière-plan politique des bucoliques et des géorgiques, le trouve en reprenant et en systématisant l'approche de Wilkinson, qui avait été aussi celle de Boyancé, lequel écrivait déjà en 1980 que le sujet central des géorgiques, je cite Boyancé donc, n'est pas seulement la célébration d'une activité fondamentale de la vie humaine, mais la définition de la place de l'homme dans l'univers. Fin de citation. Ouida insiste d'abord sur la référence très claire qui est faite à Octavien, et cite ensuite Wilkinson, qui écrit que les travaux et les jours sont loin d'être une géorgique.
ce qu'il pouvait enseigner à Virgile était qu'un traité didactique pouvait être un véhicule bien adapté pour des idées morales, religieuses et politiques, et très moyennement adapté pour la poésie. Même s'il a d'abord pensé suivre Hésiode, Virgile a vite compris qu'il était engagé dans une entreprise plus vaste et moins abstraite, dans un panorama de la vie rurale en Italie, avec toutes ses implications sociales et politiques. Fin de citation de Wilkinson, traduite en français par John Shedd. Ouida a raison de souligner que seul un lecteur hautement sophistiqué était en mesure de lire ce poème. Il cite ainsi les vers 121-123 du livre 1, dans lequel Virgile souligne que, citation de Virgile donc, c'est Jupiter lui-même qui a voulu rendre l'agriculture difficile. Fin de citation. Il rappelle qu'à la fin du livre 1, Virgile change brutalement de sujet. Il passe de l'agriculture aux événements politiques de son temps et mentionne la guerre et la destruction de l'Italie. Citation latine, donc, qui est ainsi traduite par John. C'est ainsi que Philippe a vu des troupes romaines pour la seconde fois s'affronter, pareillement armées, et les dieux acceptèrent que 2 fois notre sang engraissât l'Hématie et les larges plaines de l'Émus. Sans doute aussi un temps viendra où, dans ces contrées, le laboureur, en travaillant la terre avec la charrue cintrée, trouvera des javelots rongés par la rouille lépreuse, ou de sa houe pesante ornera des casques vides et s'étonnera de voir dans les tombes ouvertes des ossements géants. Il rappelle qu'à la fin du livre 1, Virgile il renvoie ce faisant à l'assassinat de César, à la guerre civile qui a suivi et aux ravages qu'elle avait provoqués à Philippe et ailleurs. Il prie finalement Octavien de restaurer l'ordre et la paix. On pense que Virgile a rédigé ce premier livre entre 36 et 35, à l'époque où Octavien défie Sextus Pompée et fit prisonnier le triumvir Lépide. Les louanges de l'Italie, donc suite une citation des Géorgiques encore, 1 498-514, dieux ancestraux, dieux indigètes, et toi Romulus, et toi vénérable Vesta, qui veille sur le Tibre toscan et sur le Palatin romain, n'empêchez pas au moins notre jeune héros de porter secours à une génération abattue. La citation est assez longue, le sens en est clairement donné par John ici. Donc les louanges de l'Italie furent écrites vers 30, peu après la bataille d'Actium et la mort d'Antoine et de Cléopâtre. C'est un chant de victoire du camp césarien destiné à permettre l'avènement de la paix. Je passe sur la fin, où Ouida, qui s'appuie sur les travaux d'Yves Nadeau, donc The Lover and the Statesman, A Study in Apiculture, de 84. Donc Ouida interprète également le fameux excursus d'Aristée sur les abeilles comme une allégorie politique qui oppose Octavien à Antoine et Cléopâtre, l'homme d'État au voluptueux, et met en scène le contraste entre l'homme du devoir, Octavien, et celui qu'il a négligé, Antoine. Et Virgile demande qu'Octavien réussisse. Tout en acceptant à la suite de Stephen Harrison dans Generic Enrichment in Virgil and Horace, l'idée selon laquelle les derniers vers du poème, qui rappellent la première bucolique, c'est pas, oui, on pourrait le lire en latin, enfin, Tityre couché sous le dôme d'un vaste être, marque le terme d'une phase dans la carrière poétique de Virgile et annonce la transition des Géorgiques vers l'épopée militaire. Donc, tout en acceptant ceci, Ouida préfère cependant associer cette référence à une volonté du poète de proclamer que les hauts faits d'Octavien, dont traitera l'épopée à venir, prouveront que toutes les difficultés ont été résolues et qu'une nouvelle société est en train de naître. En d'autres termes, les Géorgiques sont un manifeste politique destiné à célébrer la victoire d'Octavien et ce qu'elle apporte. Pour transmettre ce message, l'éloge virgilien s'appuie toutefois sur une des grandes œuvres littéraires universelles, les Travaux et les Jours d'Hésiode. Pour un moderne, cette référence peut paraître littéraire et limitée. Pour les anciens, notamment pour les Romains qui étaient bilingues, c'était une référence très puissante qui appartenait, comme nous dirions, au patrimoine de l'humanité. Tous les hommes cultivés avaient lu Hésiode, tous le connaissaient et comprenaient le sens profond des travaux. C'est en s'appuyant sur cet ouvrage universel que Virgile attribue au monde qu'Octavien et ses partisans veulent établir toutes les qualités de la perfection humaine, dont l'émergence est rendue possible par le respect de la connaissance
c'est une transmission ésotérique, là, n'est-ce pas, nous ne savons pas de quoi, des lois, peut-être des travaux, des aires de l'agriculture, et la soumission aux lois de l'univers, en accord avec Jupiter et les dieux. Il faudrait ajouter ces compléments aux travaux cités, sans oublier la restauration, dans ce même contexte, de la confrérie des frères Zarval, ces patriciens romains réconciliés dans la pratique pieuse d'un culte agraire. Agraire entre guillemets. La reconstruction de la confrérie et de son culte a eu lieu pendant les mois même au cours desquels Virgile rédigeait les Géorgiques. Et il paraît peu vraisemblable qu'il n'y ait eu aucun rapport entre les deux entreprises, conçues dans l'entourage du triumvir. En tout cas, le côté paradoxal de cette restauration disparaît dès qu'on établit la relation entre les deux initiatives. Voilà, Dixit John Shade. Voilà, et on va l'applaudir.